Son nom est gravé sur une carte du Canada, mais son histoire, elle, est écrite dans les pages parfois oubliées du Nouveau Monde. Aujourd'hui, on plonge dans la vie de Pierre Chollenec, ce chroniqueur jésuite qui a fait le pont entre deux continents. Alors, qui était-il vraiment? C'est la question qui va nous guider. Parce que, oui, derrière ce nom, il y a tellement plus qu'un simple missionnaire. C'est l'histoire d'un érudit, dont les écrits ont littéralement façonné notre regard sur une époque de bouleversement incroyable. Allez, on remonte le temps. Avant de devenir un homme de foi en Amérique, Chollen, il faut savoir, était fils de marchands bretons. Une famille bien ancrée dans le commerce maritime du XVIIe siècle. Une origine qui, a priori, n'avait rien à voir avec sa destinée. Imaginez un peu le port très animé de Saint-Paul-de-Léon à cette époque. Eh bien, c'est là, au milieu de toute cette effervescence et dans une fratrie de 11 enfants, rien que ça, que naît notre Pierre Chollenec. Une trajectoire complètement inattendue l'attendait, bien loin des navires et des affaires familiales. Mais voilà, le commerce, ça ne sera pas pour lui. Très vite, son chemin prend une toute autre direction, les études, la spiritualité. Alors, comment est-ce qu'on passe des quais d'un port breton au banc des plus grands collèges jésuites? C'est ce qu'on va voir. Et quel parcours! C'est vraiment fulgurant. En à peine 15 ans, il enchaîne les plus grandes institutions jésuites de France. Il passe de l'enseignement à la philosophie, puis à la théologie. Chaque étape le forge, le préparant à un avenir qui n'a rien à voir avec le confort des salles de classe parisiennes. Évidemment, un tel profil, ça ne passe pas inaperçu. Dès 1661, une note le décrit comme un bon élément avec une bonne santé. Bon, ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais en fait, c'est crucial. Ça voulait dire qu'on voyait en lui non seulement une tête bien faite, mais aussi des épaules solides pour les défis à venir. Et la preuve de son talent, elle est là. On ne parle pas d'un étudiant lambda, hein. On lui confie l'éducation d'un prince, Renaud d'Este. Ça vous donne une petite idée du niveau de confiance et du prestige intellectuel du personnage, bien avant même qu'il pense à l'Amérique. Et puis, 1674, c'est le grand tournant, la rupture. Imaginez, une carrière brillante s'offre à lui, en France, et il décide de tout plaquer. De traverser l'Atlantique pour les missions du Canada. Direction l'inconnu. Le choc des mondes, c'est peu de le dire. Il quitte le prestige des collèges parisiens pour la rudesse de la frontière nord-américaine. Le tuteur d'un prince devient missionnaire en territoire iroquois. C'est un choix radical. Vraiment, il abandonne une vie pour en commencer une complètement différente. Une fois sur place, il ne part pas tout de suite dans la nature sauvage. Ces 3 premières années, c'est un peu une mise en jambe. Il se fait la main, si on peut dire, dans la région de Québec, comme prédicateur et directeur spirituel. Bref, il prend le pouls du pays avant le grand saut. Et voilà, le grand saut, c'est maintenant. On entre dans le cœur du réacteur, le chapitre central de sa vie, celui qui va forger son héritage pour de bon. 22 ans. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une vie. On ne parle pas d'une mission de quelques mois. On parle de plus de 2 décennies passées à vivre avec les Iroquois, pas juste à côté. C'est une immersion totale, un engagement absolu. Et pendant ces 22 ans, il n'a pas chômé, loin de là. Il a été le guide spirituel de Kateri Tekakwitha, qui deviendra sainte. Mais attention, ce n'est pas qu'un homme de foi, c'est aussi un organisateur, un manager, si l'on veut. Il dirige les missions iroquoises, puis tous les jésuites de Montréal. C'est un leader, et même un bâtisseur. Mais ce serait une erreur de ne voir en Chollenec qu'un homme d'action. Parce que son autre grand talent, peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'écriture. Il a pris la plume et il a tout raconté. Et son chef-d'œuvre, c'est sans aucun doute ça, la biographie de Kateri Tekakwitha. Pensez-y, il raconte la vie de celle qui va devenir la toute première sainte autochtone d'Amérique du Nord. Ce n'est pas juste une histoire de conversion, c'est beaucoup plus profond. C'est un témoignage unique sur le choc des cultures, la rencontre de 2 mondes. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi été le chroniqueur de ses propres frères jésuites. Son récit de la mort de l'explorateur Jacques Marquette est si poignant qu'il a été publié dans les fameuses Lettres édifiantes et curieuses, une collection qui faisait fureur en Europe. C'est un peu grâce à lui que la légende des Jésuites du Nouveau Monde s'est construite. Et peut-être le plus important, il a donné une voix à ceux qu'on n'entendait jamais. En racontant le martyre de convertis autochtones de sa mission, il nous donne une perspective de l'intérieur. C'est quelque chose d'extrêmement rare et d'incroyablement précieux pour comprendre les tensions de l'époque. Et puis, la fin du voyage. Après cette vie complètement folle, partagée entre l'action et l'écriture, il retourne à son point de départ, Québec. La boucle est bouclée. Il s'éteint à 82 ans, mais il laisse derrière lui bien plus qu'un nom sur un lac.
Il laisse des écrits, un témoignage qui, lui, ne mourra pas. Et c'est ça, finalement, son héritage le plus fascinant. Jelinek n'a pas seulement vécu l'histoire, il l'a écrite. Ses mots, son point de vue, tout ça a forcément influencé la façon dont on perçoit cette période aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quel est le vrai pouvoir de celui ou de celle qui tient la plume et raconte l'histoire ?